Bonjour Lisa, bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Mier et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Aurore Bouter, maître artisane verrier. Vous avez peut-être déjà aperçu Aurore chez Histoire d'artisan. En effet, elle fait partie du premier carnet des innovations développé par l'association et qui a pour thème le verre. Dans cet épisode, Aurore déconstruit les idées reçues que l'on peut avoir sur son métier. Le travail du verre peut revêtir de nombreux aspects. Elle répond notamment à cette question que l'on pose souvent aux verriers. Et vous soufflez du verre ? Elle évoque aussi la pluralité du métier de verrier, le fait que cela ne s'applique pas forcément aux fenêtres. Elle nous raconte l'histoire avec un grand H de ce matériau qui n'a pas toujours été invisible et son évolution dans notre vision sur l'extérieur. Elle écoute ? Bonjour Aurore et merci de m'accueillir dans ton atelier. Ensemble, on va commencer sur les idées reçues qu'on peut avoir sur le métier de artisan verrier. Toi Aurore, tu es maître artisan d'art verrier. On se demande tous pourquoi pas verrière. Ah, je suis en effet maître artisan d'art spécialisé dans le verre plat et je ne dis pas verrière parce que je ne suis justement pas une fenêtre, pas une verrière, tout simplement. Ah bon ? Oui, Je ne savais pas. c'est pour ça que je préfère féminiser le mot artisan qui devient artisane plutôt que de faire féminiser en fait l'aspect verrier. Et puis de toutes les manières en fait ça reste la matière donc ça me va assez bien. Donc tu es maître artisane d'art verrier. Exactement, je suis maître artisane d'art verrier. Donc en tant que maître artisane d'art verrier, est-ce que tu souffles le verre ? Première idée reçue. Pas du tout. Moi, je suis spécialisée dans le verre plat, c'est-à-dire que je pars d'une feuille de verre, donc qui est déjà existante. Ma matière verre est déjà présente. Je ne souffle en aucun cas le verre. Bah, tu enchaînes sur ma deuxième idée reçue tu fabriques ton verre. Encore moins. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. C'est assez compliqué de créer des feuilles de verre. Il a fallu des siècles pour réussir à le faire. Aujourd'hui, notre verre de fenêtre, par exemple, on le doit à un ingénieur britannique, Pilkington, qui va découvrir qu'en faisant couler du verre en fusion sur un bain d'étain en fusion, celui-ci devient parfait, pas de bulles, d'une planéité parfaite, et c'est ce qui va révolutionner notre paysage architectural tel qu'on l'entend aujourd'hui avec ces cités gratte-ciel. Donc pour ça, c'est plutôt des industriels. Donc moi, je suis à charge en fait d'acheter du verre entre guillemets industriel ou semi-industriel. Du verre soufflé bouche, ça n'existe pratiquement plus, ou en tout cas c'est très très cher. Et à partir de là, je vais le couper, le transformer au travers d'un four dit de fusing et lui donner du volume. Ok. Donc tu enchaînes sur ma troisième idée reçue qui est en tant que verrier, tu utilises le même matériau que celui qu'on utilisait dans les vitraux. Alors oui et non. Eux aussi partent d'une feuille de verre. Là-dessus, c'est on a le même point de départ. Voilà, on a un souffleur de verre qui va souffler des feuilles, enfin qui va permettre de créer des feuilles à travers des cives ou des manchons, et le vitrailliste qui va découper dans ces feuilles de verre soufflées des morceaux de verre qu'il va assembler grâce au plomb. Moi, je n'ai pas d'assemblage au plomb. Cet assemblage, en fait, quand j'assemble du verre, se fait différemment au travers, justement, de mon four, soit en fusant 2 morceaux de verre ensemble, soit en thermoformant. Je prends souvent l'analogie, on va dire, un petit peu du bois, c'est-à-dire le souffleur de verre, c'est le tourneur sur bois. Le vitrailliste, j'ai tendance à dire que c'est le marketeur, et puis entre les deux, il y a l'ébéniste. Et on va dire, je suis un petit peu plus dans ce créneau-là. Très belle métaphore. Avant qu'on enregistre, tu me racontais une histoire justement sur les vitraux et justement cette évolution de l'architecture et l'utilisation de vitrail, l'augmentation des tailles des fenêtres. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est très méconnu, l'histoire du verre plat. Aujourd'hui, on est tellement habitué à avoir des grandes fenêtres, des grandes baies vitrées, on oublie en fait à quel point c'est extrêmement récent. Ça date que de 1952 de pouvoir faire des ouvertures aussi grandes.
justement grâce au bain d'étain et à cette découverte de cet ingénieur britannique. Et avant ça, on va chercher à faire des ouvertures de plus en plus grandes, ou en tout cas à former des morceaux de verre de plus en plus grands. On a l'exemple de la Galerie des Glaces avec Louis XIV au château de Versailles. Aujourd'hui, quand on arrive dans cette Galerie des Glaces, on se dit oui, et alors que pour l'époque, en fait, pouvoir sortir des feuilles de verre de cette dimension aussi grande et dans une telle quantité, c'est prodigieux. Ensuite, on va retrouver toujours dans cette quête du verre plat, le Crystal Palace aujourd'hui qui a disparu, mais qui était pour l'exposition universelle à Londres fin 19e, avec ce premier bâtiment fait tout en verre. Pareil, en fait, c'est pour montrer les premières prouesses, l'étendue. En fait, on augmente cette surface plane, mais qui est fragile, enfin, qui est parfois épaisse, parfois plus fine. Enfin, en tout cas, pas aussi parfaite qu'on peut avoir le verre à vitre actuellement. Et donc, à partir du moment où cet ingénieur britannique en 1952 va réussir à mettre en place ce process, eh bien, on va révolutionner le paysage urbain en créant les cités gratte-ciel. Et puis on a les tours à Dubaï, à Londres, à Paris, la Défense, enfin voilà, partout dans le monde, à Bangkok finalement les cathédrales ont été remplacées par ces gratte-ciel de verre où on cherche toujours cette même quête d'aller toujours plus haut et plus grand. Et tu me racontais une histoire justement sur l'utilisation du vitrail et sa portabilité. Je vais l'appeler ça comme ça, mais Oui, oui, parce qu'en fait, les fenêtres, enfin, c'est les riches qui peuvent se permettre. Enfin, en fait, faire des feuilles de verre, c'est compliqué. Donc, comme je disais, soit par cive, soit par manchon. C'est un souffleur de verre qui est derrière, et puis il y a la limite de ce qu'il est capable de souffler. Donc là, faut imaginer, on est plutôt côté Moyen Âge, hein, voire même avant, et on a des châteaux qu'on a du mal à chauffer. On va découvrir qu'on peut assembler des morceaux de verre entre eux grâce au plomb, mais on va transporter aussi les fenêtres comme finalement on transportait un petit peu le reste pour la royauté, pour venir casser le froid. Mais voilà, ça reste quelque chose de luxueux, de riche, qui n'est pas à la portée de tous. ce que tu me racontais sur le fait que un roi, plutôt les rois, j'imagine, se déplaçaient de château, ils emportaient les couvertures. Ils emportent leurs fenêtres avec eux, oui. Voilà. C'est on fait pas tous ça aujourd'hui. Non. Et aujourd'hui, le verre est devenu un matériau, c'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire on est passé d'un matériau dit extrêmement luxueux à un matériau presque banalisé, et en très peu de temps, parce que justement on a ce verre à vitre tout d'un coup qui va banaliser le matériau verre, enfin en tout cas le verre plat. Alors que pendant des siècles, on va justement chercher à progresser à ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, c'est d'une banalité presque. Enfin, c'est le matériau transparent par essence, mais aussi transparent dans. Voilà, on ne prend même plus le temps de regarder une fenêtre. On se contente de regarder au travers, mais on ne regarde plus le matériau. Et donc pour toi, ça date justement de cette invention de, alors je vais peut-être mal dire son nom, Pilkington? Ouais, parce que on a les premières, les grands magasins qui vont mettre en place. Si on va par exemple je crois que c'est au printemps où il y a un magnifique dôme. C'est du vitrail, c'est du Tiffany, on a ces premières grandes fenêtres, mais pour l'époque, en tout cas, c'est pas aussi plan parce qu'on cherche à mettre en valeur, par exemple, un vêtement, mais c'est ce verre qui n'est pas plan, en fait, fait qu'il est déformant. Donc, quand on regarde une robe, si on se met à droite du verre ou à gauche du verre, eh bien, soit on a un mannequin qui a une taille plutôt fine ou au contraire plutôt épaisse. Et donc, en fait, quand tout d'un coup, on va réussir à créer ce verre, ce fameux verre parfait, ce qu'on appelle le verre flotte, vraiment, en fait, à ce moment-là, quel que soit l'angle au travers duquel on regarde, tout d'un coup, en fait, il y a aucune déformation. Le paysage est identique, qu'on soit derrière sa fenêtre ou avec ou sans fenêtre. Tout d'un coup, en fait, plus rien n'est déformé.
Ça renvoie le paysage tel qu'il est et ce matériau devient absolument neutre. Exactement. Et en fait, c'est parce qu'en fait, tout d'un coup, on a su vraiment le verre s'est mécanisé un peu avant, mais là, industriellement parlant, donc ça va permettre de créer des verres à différentes épaisseurs. Donc, on va partir de 1 millimètre jusqu'à 10, 12 millimètres, voire plus aujourd'hui. On va pouvoir sortir des très grandes feuilles de verre, chose qui n'était pas aussi grande. En tout cas, on faisait pas aussi grand au préalable. Donc, on va vraiment modifier, c'est-à-dire à l'époque, avoir une baie vitrée, c'était aujourd'hui, ça paraît d'une banalité sans nom. Enfin voilà, ne serait-ce qu'au début du siècle, en fait, c'était même pas pensable, ou peu, ou c'était très cher. C'était pour une élite. Cette dimension de fenêtre telle qu'on le aujourd'hui, on a tous des portes-fenêtres, voilà, chez soi. On regarde, on se dit oui, évidemment. Mais si on se remet à mort, finalement, chez nos grands-parents, eh bien, en fait, on a souvent des carreaux de verre qui sont tenus avec du bois. Mais finalement, le carreau n'est pas si grand que ça. On a toujours quelque chose qui vient nous bloquer l'œil. Ouais. Oui. On va assembler, on va créer des portes-fenêtres, mais avec un assemblage bois entre. C'est pas un vide. Alors que le verre, en fait, à partir du moment où on a ce verre plat, tout d'un coup, en fait, on peut créer du vide. On n'a plus rien qui vient, à part, une vitre sale, mais dans l'absolu, on n'a plus rien qui nous empêche de voir. Et ça date de ce moment où, en fait, ce verre parfait, le verre flotte, va sortir, et à partir de ce moment-là, en fait, oui, va véritablement révolutionner notre paysage. Et en fait, on va tellement l'utiliser, on va lui amener, aujourd'hui, on est même capable de faire du verre qui se teinte pour des buildings qui se teintent en fonction du soleil pour protéger. Enfin, le verre, on ne cesse de progresser dans ses qualités, mais dans le fond, c'est extrêmement récent. Et aussi du simple verre, en fait, on ne le voit plus. J'ai l'impression qu'en fait, il faut toujours lui rajouter quelque chose pour qu'on s'en émerveille. Toi, dans ta démarche, tu as besoin de lui rajouter quelque chose pour qu'il soit visible. Oui. Bon, on en parlera dans le prochain épisode. Tu nous raconteras tout ça. Tout à fait. Ça fait aussi une très bonne transition avec la dernière idée reçue qu'on peut avoir, c'est que en tant que verrier, mais je pense que c'est même plus général que ça en fait, c'est que en tant que maître artisan d'art verrier, tu ne veux ou tu ne peux que travailler le verre. Alors non. Moi, je travaille aussi d'autres matériaux. J'aime associer au verre d'autres matériaux. Donc, ça me demande aussi d'aller farfouiller pour découvrir en fait les contraintes et les possibilités des autres matériaux. Enfin, dans ma démarche, en tout cas, j'aime associer au verre autre chose. Donc, on peut trouver du liège. On va pouvoir trouver du bois, du béton, du métal. Ça dépend. On peut pas toujours tout savoir sur tout. Donc parfois je fais appel à d'autres personnes, mais en tout cas pour la collection Jungle Urbaine, c'est moi qui travaille l'entièreté de la pièce, que ce soit la partie verre ou la partie annexe qui vient sublimer le verre. Très bien. Et merci beaucoup Aurore. Merci d'avoir un peu rétabli la vérité sur les idées reçues qu'on pouvait avoir sur le métier de verrier. Et je te dis à très vite. Merci Lisa, à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode avec Aurore Bouter, maître artisane verrier, vous aura plu. Dans le prochain épisode, Aurore nous parlera de son parcours et de ses nombreuses recherches. Si vous êtes trop impatient, je vous invite à télécharger le carnet des innovations sur le thème du verre pour y découvrir les recherches sur la sémentation. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.